La démocratie, ce sont des idées, les idées de ceux que l'on appelle les modernes. Et nous sommes au café Le Procope pour les évoquer. Pourquoi Le Procope? Eh bien, les modernes, c'est une modernité déjà vieille au café Procope, fondé en 1686. Vous savez, à cette époque, Olivier Duhamel, Madame de Sévigné, à propos d'un mode de bonnet, disait « ça va passer comme le café ». Eh bien, le café existe toujours, les cafés, les intellectuels, les médias, un débat public qui se trouve au dehors de l'État. Il faut donc aborder ce phénomène de débat, de philosophie, des idées lancées dans la rue. En face de nous, il y avait la Comédie Française. Ce café était rempli d'écrivailleurs, et pas uniquement d'écrivains. Il existait bel et bien Voltaire, Diderot, Rousseau. Donc c'était un monde bouleversant d'énergie, d'idées neuves, etc. Et parmi ces idées se trouvait l'idée de la souveraineté du peuple, des droits de l'homme, enfin toute une philosophie moderne qui allait déboucher sur une révolution. Et alors, ces idées ont à la fois tout à voir avec la démocratie et en même temps n'étaient pas toujours conçues par leurs auteurs comme s'inscrivant dans la perspective de ce que l'on appelle aujourd'hui la démocratie. Et c'est ce décalage, cette invention inconsciente que nous allons également mieux cerner aujourd'hui grâce à Gordon Wood et Evelyn Pizier. Gordon Wood, d'abord, qui est professeur à l'université de Brown, en Providence, Rhode Island, aux États-Unis. Il compte parmi les spécialistes les plus importants de la Révolution américaine. Il constate qu'il n'y avait pas de café Procope dans les colonies britanniques à cette époque-là, mais il y avait des discussions, des débats, pas vraiment de grands penseurs, mais tout un discours politique important. Il faut donc cerner cette discussion pour mieux comprendre la Révolution américaine. Well, the American Revolution was one of the most creative. La Révolution américaine est l'une des plus productives de l'histoire de l'Occident moderne européen. Elle n'initie pas seulement l'acte de naissance juridique des États-Unis, mais crée un corpus de théorie politique vraiment original. Celui qui en parle le mieux est sans conteste Thomas Paine. La Révolution américaine ne lui apparaît pas comme une simple rupture avec la Grande-Bretagne, ce qui s'avérerait sans grand intérêt. Ce sont les changements radicaux des principes et des pratiques de gouvernement qui lui ont conféré toute son importance. Cette révolution n'est pas le fait d'intellectuels de salon, ni celui de grands philosophes. Sont à l'origine de cet événement des planteurs, des avocats, des hommes politiques de terrain avides de pouvoir, soumis aux aléas des élections, ou bien occupant des fonctions de sénateurs, de députés, de juges, et même de présidents des États-Unis. N'y figurent ni les grands intellectuels, ni les philosophes au sens moderne du terme. Et pourtant, des hommes tels que Thomas Jefferson, John Adams, James Madison sont concernés par la portée théorique de leur action. Ils veulent non seulement exercer le pouvoir, mais donner un sens à cet exercice. Ils en dégagent des théories et une philosophie. Alexander Hamilton, James Madison et John Jay publient des journaux fédéralistes pour expliquer le sens de cette Constitution au peuple américain. Ces hommes, bien que pragmatiques et réalistes, ne négligent pas l'aspect intellectuel des choses.
colonists in 1760 were, of course, Britons. En tant que Britanniques, les colons de 1760 raisonnent en anglo-saxon. Leur conception de la société est très différente de la nôtre. Ils ne la pensent pas comme étant une superposition de strates horizontales définissant des classes sociales, et ils ne prennent pas en compte non plus les individus. Ils jugent la société comme figée dans l'ordre féodal, agité de perpétuels conflits internes. En Angleterre, le roi, la noblesse et le peuple se partagent le pouvoir. Contrairement à ce qui se passe en France au XVIIe, dans l'esprit des Anglais, le roi a pris la place du clergé au premier rang du royaume. Leur politique se conçoit comme la recherche d'un équilibre entre ces trois pouvoirs. Ce qui retient l'attention de Montesquieu en particulier, à propos de cette constitution anglaise, c'est le fait que ces trois ordres constitués du royaume correspondent aux trois institutions du gouvernement anglais: le roi, la Chambre des Lords et la Chambre des communes. Montesquieu trouve particulièrement remarquable que ces trois institutions fassent écho aux trois formes simples de pouvoir qui passent pour idéales depuis Aristote et l'Antiquité. Ces trois types de gouvernement sont la monarchie, la domination aristocratique et la démocratie. Mais si chacune de ces formes de pouvoir se trouve isolée, elle se pervertit. La monarchie devient dictatoriale. L'aristocratie se transforme en oligarchie ou devient factieuse. Et la démocratie se mue en anarchie. Ce qui semble réussi dans la Constitution anglaise est bien cet équilibre qui règne entre ces trois ordres et préserve la liberté des sujets. Ce discours traditionnel sur la politique commence à disparaître à la fin du XVIIIe dans tout le monde occidental. Les Américains, les premiers, abordent la politique sous un angle résolument moderne. Cette conception nouvelle de la politique délaisse l'ancien schéma construit à partir des différents corps constituants du royaume. Dans les journaux fédéralistes, les Américains parlent de politique sur un ton nouveau. Ils l'envisagent comme une compétition entre les différentes tendances, entre les classes sociales, et comme une rivalité d'intérêts sous le contrôle d'un État en partie autonome. Cette nouvelle pensée politique s'éloigne considérablement d'Aristote et de tous les discours politiques entendus depuis 2000 ans. La notion de politique classique n'a plus cours en Amérique, et ceci parce que les Américains en viennent à concevoir une société qui n'a plus rien à voir avec les institutions et les ordres, mais avec de simples citoyens, tous égaux en droit. C'est cette conception de la citoyenneté qui permet aux États-Unis de devenir une nation d'immigrants. Être américain, ce n'est pas seulement être quelqu'un, mais adhérer à certaines idées. Les citoyens sont tous égaux devant le gouvernement qui les représente. Tous les membres de ce gouvernement, aussi bien les représentants du pouvoir exécutif que législatif et ceux du pouvoir judiciaire, en sont les garants. Il n'y a plus de déséquilibre ni de confusion au sein du pouvoir. Les différents départements de la structure étatique s'en réfèrent aux valeurs démocratiques. Tous ces représentants sont des agents délégués par le peuple souverain. Cette notion de souveraineté du peuple, liée à l'idée d'un gouvernement qui associe le pouvoir des différents agents du législatif, de l'exécutif et du judiciaire, rend viable l'idée de fédéralisme. Les différents États se fédèrent sous un gouvernement national constitué d'agents délégués représentatifs du peuple souverain sur l'ensemble du territoire. Notion of the sovereignty of the people made possible
Cette conception de souveraineté du peuple engendre la rédaction des textes fondateurs de la Constitution et celle d'un code législatif qui circonscrivent la totalité du champ d'action de l'État. Bien sûr, d'autres textes constitutionnels jalonnaient déjà l'histoire politique occidentale et l'idée d'une réglementation juridique existait auparavant. Mais les Américains innovent, car cette idée d'un code législatif et d'une constitution écrite débouche sur l'application de ces écrits à l'exercice du pouvoir. Ces institutions sont reconnues. Elles fonctionnent et réglementent la vie quotidienne de la nation. Alors que les Anglais conçoivent la Constitution comme le fondement du gouvernement, les Américains la considèrent comme un élément extérieur au gouvernement, une entité à part, dont la fonction est de le circonscrire. Cette notion de code législatif qui influe sur le gouvernement est essentielle. Le plus important peut-être, c'est que les Américains ont aussi créé une institution représentative particulière qui a pour objet de réviser cette juridiction. Ils créent ce que l'on appelle les conventions constitutionnelles qui prennent le pas sur la législation ordinaire et ont le pouvoir de créer ou de modifier des lois fondamentales. Cette idée d'une constitution écrite débouche sur la pratique de la révision juridique par laquelle les juges, dans l'exercice coutumier de leur charge, peuvent prendre des mesures en opposition avec la Constitution. Ce qui est extraordinaire, c'est que cela devient une pratique courante en Amérique. Une pratique dont le développement est favorisé au début du 19e par John Marshall, le président de la Cour suprême de justice durant 35 ans. C'est dire l'importance de la Révolution américaine pour le monde occidental. Elle apporte un nouveau regard sur la politique et crée de nouvelles institutions qui favoriseront l'émergence des futures politiques démocratiques. Les institutions représentatives garantissent la liberté du peuple et les libertés individuelles. Cette révolution s'efforce de concrétiser les espérances des citoyens au travers des institutions populaires démocratiques. Gordon Wood nous a donc montré que les Américains ont inventé la démocratie presque sans le savoir, sans en avoir une conception philosophique. À l'inverse, en Europe, en France, nous aimons les références théoriques, nous aimons avoir des philosophes. Et nous en avons deux très grands, Montesquieu et Rousseau, bien entendu. Montesquieu et Rousseau, différents, contradictoires, et pourtant l'un et l'autre référence dans la Révolution française et référence même dans les débats démocratiques d'aujourd'hui. Pour bien étudier les pensées de ces deux grands philosophes, nous avons invité Evelyne Pizier, professeure à Paris 1, Sorbonne, aussi grande spécialiste de l'histoire des idées. C'est elle qui va nous expliquer à la fois les contradictions et aussi la complémentarité entre Montesquieu et Rousseau. L'historien des idées, Montesquieu-Rousseau, c'est un couple extrêmement intéressant, mais tout de même très étrange. Ils sont considérés tous les deux ensemble comme des inspirateurs, des fondateurs, ayant des idées fondatrices et inspirant la Révolution française. Or, ils étaient en désaccord sur tout, donc le fait de se retrouver associés leur paraîtrait absolument ahurissant, et je crois qu'ils auraient été horrifiés de cet hommage que leur ont rendu les révolutionnaires qui, comme l'a très bien dit Bertrand de Jouvenel, avec beaucoup d'ironie, honoraient en effet les mânes de Rousseau à cause de la souveraineté fondée sur la volonté générale, et brûlaient un cierge à Montesquieu en raison de la séparation des pouvoirs. Montesquieu et Rousseau sont en désaccord sur tout. Ils sont en désaccord sur la méthode d'abord, ils sont en désaccord sur le diagnostic qu'ils portent sur la société de leur temps, et ils sont en désaccord sur les propositions institutionnelles qu'ils font. Paradoxalement, Montesquieu est sans doute le plus progressiste des deux. Il aime le commerce, le doux commerce.
Il aime les mœurs, la politesse, il n'aime pas la guerre, et finalement il vante les progrès de cette civilisation et de cette société de son temps. Alors que Rousseau se livre à une critique impitoyable de la société de son temps. C'est une société qui a dénaturé l'homme. L'homme qui était si bon, ou qui aurait pu l'être, est devenu finalement l'équivalent de ce que Hobbes décrit de l'homme dans l'état de nature, le loup pour l'homme. Donc ils sont véritablement là, tout à fait en désaccord sur le diagnostic qu'ils portent sur la société. Rousseau inspire sans aucun doute une certaine conception française et un peu rigide, il faut bien le dire, de la loi fondée sur la volonté générale. Et désormais, le nom de Montesquieu est associé au principe de séparation des pouvoirs, à la technique de la séparation des pouvoirs. Qu'est-ce que c'est que ce malentendu? Comment peut-on associer ces deux auteurs? Concernant Montesquieu, bien sûr, on ne s'y est pas trompé. C'était la monarchie, c'était l'Ancien Régime, c'était la noblesse, c'était les privilèges qu'il défendait. Mais pour les défendre, il n'a cessé de se battre contre l'absolutisme. Il n'a cessé de vanter les mérites d'un pouvoir limité, d'un régime modéré. Il a insisté sur la modération. Et pas n'importe quelle modération. Une modération qui venait de ce qu'il reconnaissait, la conflictualité des intérêts, des forces sociales et politiques, et qu'il préconisait tout simplement, comme il le disait, selon sa superbe formule, que le pouvoir arrête le pouvoir. Quant à Rousseau, qu'a-t-on voulu entendre? On savait très bien qu'il avait traité le système représentatif avec beaucoup de mépris. On savait très bien qu'il s'était moqué de la séparation des pouvoirs. Qu'a-t-on voulu entendre pour lui rendre un tel hommage? Je crois qu'on a entendu une chose fondamentale. On a entendu qu'avec Rousseau était sapé désormais à jamais l'ancien fondement, l'ancien principe de légitimité qui avait fait les monarchies de droit divin. Et lorsque Rousseau dit que la liberté provient de ce que l'homme participe directement à la loi et n'obéit qu'à la loi qu'il s'est prescrite, il veut dire désormais que la loi est une œuvre humaine, que c'est une œuvre faillible, qu'elle ne doit plus rien à Dieu, ni plus rien à aucune transcendance. Et ça, je crois que c'est véritablement le principe moderne, celui qui fonde encore aujourd'hui nos démocraties. Non, non, ce n'est pas le combat pour la liberté qui est ainsi livré. C'est l'éternel combat de la droite contre le progrès. Mesdames et messieurs les députés, le gouvernement ne cédera pas devant les forces politiques et financières aujourd'hui coalisées. La démocratie, on le sait aujourd'hui, c'est un régime à haut risque, c'est un régime en tension permanente, c'est un régime qui n'est pas figé, qu'il faut sans cesse essayer d'inventer. Or, il y a chez Rousseau et chez Montesquieu des avertissements concernant précisément les plus grands dangers qui menacent notre démocratie. On peut lire chez l'un l'avertissement quant à la dérive élitaire, aristocratique de toute démocratie. Parce qu'il y a des gouvernants d'un côté et des gouvernés de l'autre, il y a toujours un risque de confiscation du pouvoir. Il y a toujours donc un risque qu'une classe politique s'empare du pouvoir et ne soit plus entendue par les citoyens. S'il vous plaît, Monsieur Léotard, ça fait une demi-heure qu'on attend. Madame Veil, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Veil. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Comment ça s'est passé? Dites-nous. Ça s'est très bien passé, nous travaillons. Inversement, il y a en démocratie
un risque, et l'autre œuvre nous en avertit, un risque de dérive populiste. De dérive populiste, et pourquoi? Eh bien parce que le peuple, pour employer ce terme imprécis, révolté précisément par le fait que sans cesse on tente de lui confisquer le pouvoir, le peuple peut faire un mauvais usage de la politique et finalement, dans sa révolte, dans sa résistance, finir par utiliser des moyens qui sont des moyens de terreur. Et on sait qu'historiquement, la Révolution est passée par la terreur et que cette terreur, incarnée notamment par Robespierre et Saint-Just, qu'on a appelé les bras armés du contrat social, cette terreur se faisait en quelque sorte au nom de Rousseau lui-même contre la confiscation du pouvoir par quelques représentants de la classe politique qui tentaient de ruser ou de manœuvrer. Ce qui est passionnant et paradoxal aussi, une fois de plus, mais c'est une énigme, c'est qu'au fond, et l'un et l'autre nous donnent les moyens de résister à ces dérives qu'ils ont eux-mêmes incarnées ou illustrées. C'est tout à fait intéressant. Et ce sont des moyens extrêmement modernes. Concernant Montesquieu, son message est extraordinairement moderne si on réfléchit bien à ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Son message, c'est de toute façon, il y a conflit. Il y a conflit d'intérêts, il y a conflit d'opinions, et on ne peut pas se contenter de gouverner au nom d'une stricte séparation des pouvoirs en pensant que ça va se passer très bien comme ça. Il faut sans cesse essayer d'établir des médiations, de l'arbitrage, d'obtenir du consensus par le dialogue. Essayer donc de gouverner selon la prudence et selon la sagesse. Or, ce sont des techniques qui sont des techniques infiniment modernes et que les gouvernants d'aujourd'hui même, tentent évidemment d'appliquer. Concernant Rousseau, on peut dire aussi, et c'est aussi paradoxal, que certes, il nous laisse une théorie de la souveraineté qui est une souveraineté conçue comme inaliénable et donc comme absolument incapable d'entendre et de supporter le conflit des intérêts, le conflit des opinions. En effet, Rousseau passe son temps à se méfier de ce que le gouvernant gouverne en oubliant la volonté générale et en se soumettant à quelques volontés particulières. Mais inversement, c'est ce qu'il faut entendre. Rousseau nous dit bien que si une portion du peuple est écartée, si on ne l'écoute plus, on risque la fracture politique, la fracture sociale, le déficit de légitimité, la crise de la démocratie, la crise du politique. Et donc, il fait signe vers un remède, un peu plus de participation du peuple, un peu plus d'écoute. Vous voyez donc qu'on doit réconcilier Rousseau et Montesquieu. Leurs messages sont loin d'être incompatibles et précisément en les pensant ensemble, en les lisant ensemble, on a peut-être de quoi guérir certains maux de nos démocraties, les maux les plus contemporains. Souveraineté du peuple, constitutions écrites, droits de l'individu face à l'État, voilà toute une série d'idées développées à la fois de philosophes importants, qui restent importants encore aujourd'hui, et d'autre part, développées dans des constitutions écrites, dans des institutions. Nous avons donc affaire à des phénomènes complexes qui vont marquer tout le 19e et le 20e siècle. Et puis le débat va s'élargir. On va passer des discussions toujours actuelles sur comment concevoir et organiser la démocratie politique à un autre champ de réflexion sur jusqu'où élargir cette démocratie. Ce sera l'objet de notre prochaine émission, démocratie libérale ou sociale.